J'espère que vous allez bien vraiment. Hier, nous avons partagé une émission poignante, presque insoutenable, sur le sort du général-major Abderrahmane Riss, ex-secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Aujourd'hui, il ne lui reste peut-être que quelques battements de cœur, quelques instants à vivre. C'est dire combien il flirte avec l'irréversible. Son état est désespéré, son corps abandonné par la vie. Nous parlons là d'un homme suspendu entre ce monde et l'au-delà, dans un drame humain d'une intensité accablante. Le général Riss, vous savez où il est? Pas dans un hôpital, pas même dans celui d'Ain Naadja, le plus équipé du pays. Non, on ne l'a jamais transféré comme il aurait fallu, pas même un brancard en urgence. Il est toujours enfermé derrière les murs froids de la prison militaire de Blida. Pas un lit médicalisé, pas une chambre stérile, une cellule. Et si vous vous demandez pourquoi on ne dit pas tout, c'est parce que tout ne peut pas être dit. Certains silences sont plus parlants que 1000 détails. Il est incarcéré, c'est tout ce que vous devez retenir. Et dans cet enfermement, c'est son calvaire qui se prolonge. Son corps lui est déjà en train de lâcher. Cancer du poumon. Diagnostiqué mais non traité. Privé de soins. 7 chimiothérapies rayées de sa vie. Et pire, sa famille interdite d'approche depuis des mois. Même un dernier regard, on le lui refuse. Voilà où on en est. Voilà jusqu'où on va. À la prison militaire de Blida, l'infirmerie. Ce n'est même pas un centre de soins, c'est un décor de misère. Un local sans équipement, sans médicaments, sans personnel qualifié. En réalité, elle n'a d'infirmerie que le nom. Mais Blida n'est pas une exception partout en Algérie, que ce soit dans les hôpitaux civils ou les structures militaires, le constat est le même. Des établissements en manque de tout, de médecins, d'appareils de traitement, parfois même du strict nécessaire pour soulager un patient atteint d'un cancer. Alors posez-vous une question simple. Si déjà les hôpitaux censés être des piliers du système de santé peinent à fonctionner correctement, comment voulez-vous qu'une simple infirmerie pénitentiaire devienne un lieu de sauvetage pour les malades en phase terminale? C'est une illusion, et pendant ce temps, derrière les barreaux, les cas s'aggravent. Le nombre de détenus souffrant de cancer avancé ne cesse d'augmenter. Beaucoup accumulent les pathologies diabète, tension artérielle, maladies chroniques qui rongent lentement les corps. Ce ne sont plus des prisonniers, ce sont des condamnés à la douleur. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remettre les choses à leur place. Si j'aborde ce sujet aujourd'hui, ce n'est ni par intérêt politique, ni pour servir un agenda caché. Je ne roule pour personne. Aucun clan, aucun camp. Mon moteur ici, c'est l'humanité. Rien d'autre. Et quand je parle de Riss ou des autres officiers derrière les barreaux, ce n'est pas un coup d'éclat isolé. Ce n'est pas la première fois qu'on éclaire la situation de ces généraux détenus. Certains croiront peut-être que c'est une attaque déguisée contre Tchengriha ou un vieux règlement de compte avec les proches d'Ouyaya. C'est faux. Je le redis, ce qui me pousse à parler, c'est une alarme humanitaire, pas une manigance politique. Riss Akrou Ouassassa, Saïb Chérif Abderrazak Lamar, derrière les galons et les titres, il y a des hommes. Des êtres humains, tout simplement. Oui, nous avons enquêté sur eux. Oui, nous avons exposé leurs fautes, publié des dossiers accablants, lancé des critiques franches. Mais au bout du compte même, ceux qu'on a pointés du doigt ont droit à un minimum de dignité. Et cela, aucun différend idéologique ne devrait l'effacer. Franchement, comment rester de marbre quand les prisons militaires deviennent des antichambres de la mort? Ce n'est plus de la détention, c'est une descente programmée vers la tombe. En août et septembre 2023, 2 généraux ont cessé de respirer dans l'indifférence quasi totale, Rachid Chouaki, ancien chef des industries militaires, et Hadj Laroussi Djamel, ex-responsable de la 2e région. 2 hommes puissants éteints dans l'ombre d'une cellule. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nos enquêtes récentes l'ont confirmé, une dizaine de hauts gradés sont aujourd'hui dans un état de santé alarmant. Certains n'ont plus que quelques semaines à vivre, d'autres s'accrochent à peine. Et pourtant, pas d'hospitalisation, pas de soins spécialisés, pas même une visite de leurs proches. Les traitements intensifs interdits. On les laisse glisser lentement vers la fin. Je ne vous parle pas de rumeurs ou de sensations. Ce sont des faits, vérifiables, traçables, confirmables. La justice militaire elle-même le sait. Elle sait, mais elle ne décide plus. Elle est muselée, prise en otage. Les juges spectateurs impuissants.
Cette réalité, personne ne la cautionne, personne n'ose la justifier. C'est une injustice. Non, c'est un crime. Parce qu'il faut le dire sans détour, maintenir un malade dans une cellule abandonnée, sans soin, lui refuser la visite de ses enfants ou l'accès à ses médicaments, ce n'est plus de l'exécution d'une peine. C'est une exécution tout court. On ne parle plus d'emprisonnement, on parle d'élimination. Saïb, 82 ans, cancer du côlon. Une poche à urine accrochée à lui comme un rappel cruel de sa condition. Il ne se déplace qu'avec ça. Et malgré tout, malgré son âge avancé, malgré la maladie qui le ronge, il croupit encore derrière les barreaux. Honnêtement, pourquoi ? Quelle justice justifie cela et ne croyez pas que c'est un cas isolé. Plus de 25 hauts gradés, généraux et colonels confondus, sont aujourd'hui atteints de cancer. Et pas de simple début de pathologie des stades terminaux, des diagnostics sans retour. Oui, vous avez bien entendu, des maladies à un stade avancé irréversible. Laissez-moi vous brosser le tableau sans filtre. Le général Ali Akrou a été foudroyé par un AVC il y a quelques mois. Résultat, hémorragie massive, perte totale de la vue. Il vit désormais dans l'obscurité, le crâne nu, l'espoir effacé. Et ce n'est pas tout, le général Lamar se bat contre un cancer de la prostate en phase terminale. Riss, on l'a déjà évoqué. Il n'a pas survécu. Quant aux généraux Abderrazak et Bouder, eux aussi, sont atteints de la même maladie, même stade, même sentence. Tous cancéreux, tous âgés, 73, 74, 75 ans, des hommes à la fin de leur vie qu'on maintient en détention comme s'ils représentaient une menace. Et ça, mes amis, ce n'est pas de la justice, c'est une ignominie, une honte pure et dure, inqualifiable. Qu'on laisse mourir ainsi des généraux dans un silence glacial, sans soin ni compassion, c'est une tache indélébile sur notre conscience collective. Quand un être humain est malade, vieux, condamné par la biologie elle-même, le laisser en prison, devient un acte de cruauté. Rien d'autre. Il y a une ligne rouge que la justice ne devrait jamais franchir, celle qui sépare punir, de supprimer. Sanctionner, oui, exécuter, non. Mais là, soyons honnêtes, si le but était de les voir mourir, il fallait l'assumer franchement. Une condamnation à mort, une exécution en règle, et au moins on aurait évité l'hypocrisie. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pire. C'est une lente agonie imposée, une peine de mort déguisée en incarcération. Une cruauté douce, silencieuse, souriante. On les laisse croupir malades, sans traitement, sans espoir. Et comme si cela ne suffisait pas, on les coupe de leurs proches. Pas de visite, pas d'au revoir. Et une fois morts, on somme les familles de se taire. De faire comme si rien ne s'était passé derrière ces murs. Souvenez-vous de Chouaki en août 2023. Sa famille a été étouffée sous la pression. J'insiste, ce n'est pas une supposition, c'est un fait. Oui, je sais que tout cela dérange. Parce que l'institution militaire chez nous, c'est sacré, intouchable. Mais justement, ce mur du silence, il faut le faire tomber. Ce tabou, il est temps de le briser. On en a assez de ces morts déguisées. Assez de ces injustices maquillées en procédure. La justice, la vraie, ne tue pas. La prison n'est pas censée être un hospice déguisé en cimetière. Ce n'est pas un lieu où les mourants viennent finir leur vie. Et qu'on se le dise, clairement, un malaise gangrène la justice militaire. Oui, un malaise profond. Et tant qu'on ne permettra pas aux langues de se délier, tant que les voix dans les casernes resteront étouffées, cette machine continuera de broyer des vies dans l'indifférence. Il faut remettre les responsabilités là où elles doivent être. Saïd Chengria, malgré ses galons et son poste de vice-ministre, n'est qu'un second couteau dans cette histoire. Le vrai maître à bord, celui qui tient les rênes du ministère de la Défense et commande réellement les forces armées algériennes, c'est Abdelmadjid Tebboune. Et aujourd'hui, qu'il le veuille ou non, il doit répondre. Car pendant que lui préside, 25 généraux sont gravement malades, 2 ont déjà été enterrés et un 3e est suspendu à un fil. Et face à ça, rien. Aucun geste, aucun mot, rien. Ce silence, il est coupable. Prenons les faits froidement. Oui, certains de ces généraux ont profité du système. Oui, certains se sont vautrés dans la corruption, ont trempé dans des jeux d'influence. On ne le nie pas. Mais le problème, c'est la manière dont la machine judiciaire s'est emballée.
des procès torchés à la va-vite, sans profondeur ni justice réelle, et surtout des sanctions qui ressemblent davantage à une vengeance qu'à une procédure légale. Car punir ne veut pas dire détruire. On peut retirer les grades, couper les retraites, les exclure de l'armée, vider leur logement de fonctions, saisir les biens si bien sûr les preuves sont là. Tout cela peut se justifier. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est autre chose, c'est l'acharnement. On bloque les soins, on interdit les visites, on empêche les enfants de voyager, d'accéder à un emploi. Et tout ça contre des hommes de plus de 75 ans, dont le seul crime parfois aura été d'être tombé en disgrâce au mauvais moment. Et puis, il y a des dossiers qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Prenez Saïb par exemple. 82 ans. Qu'est-ce qu'un homme de cet âge dans cet état fait encore derrière des barreaux? Oui, il a fauté. Oui, il a touché à des fonds douteux. Et ce n'est pas un secret, c'est moi-même qui ai sorti l'affaire noir sur blanc sur Algérie-Part. Des comptes planqués en France à son nom et à celui de ses enfants. L'argent a bien circulé, je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai prouvé. Alors non qu'on ne vienne pas me dire que je défends un proche. Saïb, je l'ai attaqué publiquement. Abdou Semar n'a jamais été son complice, encore moins son ami. Et pour ceux qui veulent les faits, pas les rumeurs, notre enquête complète est disponible sur Algérie-Part. On y a même consacré une émission spéciale avec les documents à l'appui. Je vous transmettrai les sources si vous voulez creuser vous-même. Ce n'est pas une défense aveugle, c'est un cri de lucidité. Même les coupables ont droit à une fin digne. On peut dire ce qu'on veut, on peut pointer du doigt ses erreurs. Et elles sont réelles, parfois graves. Mais on ne peut pas balayer son parcours d'un revers de main. Car oui, Saïbé n'est pas n'importe qui. C'est un ancien combattant, un moudjahid. Il a pris les armes pour l'indépendance de l'Algérie. Et ce n'est pas tout. En 1967, il s'est engagé dans la guerre des 6 jours. Puis en 1973, il était aux côtés de l'armée algérienne dans la guerre de Kippour contre Israël. 2 conflits majeurs menés loin du pays, mais toujours pour défendre l'honneur du drapeau algérien. Et ça, peu de gens le savent ou osent le rappeler dans les années 70. Il a été l'un des piliers de la lutte contre le terrorisme. Une figure de terrain, mais aussi un visage de la diplomatie militaire. Attaché à Bruxelles, représentant officiel de l'Algérie auprès de l'OTAN, oui, l'OTAN. Ce genre de poste, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ce n'est pas fini. De 2003 à 2020, il a commandé la 5e Légion militaire, sans parler des autres régions stratégiques qu'il a dirigées au fil des années. Ce parcours, c'est celui d'un homme qui a consacré toute sa vie à l'uniforme. On peut critiquer ses actes récents, mais on ne peut pas effacer son histoire. Oui, d'accord, Saïbé n'est pas un saint. Il a fait des choix douteux, a même franchi certaines lignes rouges. Des erreurs, oui. Des délits, probablement. Mais est-ce une raison suffisante pour le condamner à mourir à petit feu? On sanctionne, on corrige, mais on n'assassine pas. Effacer ce qu'il a apporté sous prétexte de ses fautes, c'est réécrire l'histoire au crayon de la vengeance. Ce même homme a posé les fondations d'une armée algérienne forte. Il a versé son sang pour le pays à plusieurs reprises, pendant la guerre des 6 jours, lors de celle de Kippour, et plus tard au cœur de la guerre civile contre le terrorisme islamiste. Ce n'est pas rien, et pourtant aujourd'hui, il croupit en prison, à 82 ans. Ce n'est plus une peine, c'est de l'acharnement pur et simple. Une vendetta institutionnelle. Et pourquoi? Parce qu'il a eu le tort d'être sur la mauvaise liste, celle des ennemis de Gaïd Salah. Parce que Gaïd Salah voulait le faire taire, l'écartèrent. À l'époque, juste avant, le Hirak Saïd Bouteflika et le général Toufik envisageaient de le placer à la tête de l'état-major à la place de... Devinez qui Gaïd Salah lui-même. Et comme par hasard, quelques années plus tard, en appel, il s'est retrouvé condamné à la même peine que celui qu'il aurait pu remplacer. La boucle est bouclée, non, mais la justice, elle s'est déshonorée. Et tout ça, c'est sous le règne de Tebboune avec Tchengria dans le décor. Alors on pose la vraie question, pourquoi Tebboune garde-t-il le silence? Pourquoi ne fait-il rien pour libérer Saïbé? Parce que sur le terrain, dans les casernes, dans les couloirs de l'armée même, les anciens officiers, même ceux toujours en poste, trouvent cette situation aberrante, choquante, inhumaine. Qui peut accepter qu'on enferme un vieillard de 82 ans? Même les dictatures les plus rétrogrades laissent un minimum de dignité à leurs anciens,
Ce qu'on voit ici, c'est une absence totale de décence. Un homme de cet âge, cloué à une poche urinaire, incapable même d'aller aux toilettes sans aide, est-ce ainsi qu'on traite ceux qui ont porté l'uniforme? Ce n'est pas parce qu'ils ont été généraux qu'il faut les diaboliser. Ce ne sont pas des officiers d'armée étrangères. Ce sont des fils de cette terre, des généraux du bled d'une autre. Et dans la vie, il faut savoir peser. On juge un homme sur l'ensemble de sa trajectoire, pas juste sur ses derniers pas. Oui, Saïbé a trempé dans des affaires troubles. Il a flirté avec la corruption, il a fait de la politique de coulisses, il a choisi son camp contre un autre. C'est vrai. Mais de l'autre côté de la balance, il y a un homme qui a porté les armes pour libérer son pays, qui a combattu Israël au nom de l'Algérie, qui a mené la lutte contre le terrorisme islamiste, qui a dirigé des régions militaires entières, un homme qui a sacrifié sa vie privée, qui a tout donné à l'armée. Il n'a pas été un simple soldat, il a été un pilier, et ça on ne peut pas le rayer d'un trait. Quand on met tout dans la balance, ses fautes d'un côté, ses sacrifices de l'autre, le verdict est évident, les bons côtés l'emportent. Alors non, je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'un homme de 82 ans rongé par la maladie glisse doucement vers la mort derrière des barreaux. On ne condamne pas un vieillard à l'agonie. Ce qu'on fait à Saïbé, ce n'est pas une peine, c'est une cruauté pure, une absurdité sans nom. C'est inhumain tout simplement. Et ce drame ne s'arrête pas à lui. Il n'est que le visage d'une réalité bien plus vaste. D'autres généraux, eux aussi malades, croupissent dans les mêmes conditions. Ils n'ont rien à faire en prison. Regardez le général Abdelkader Cheram, par exemple, un homme qui, ironie du sort, avait soutenu Tebboune. Oui, vous avez bien lu. Et dans une autre vidéo, je reviendrai en détail sur cette trahison, celle d'un président envers ses propres compagnons d'armes, ceux qui l'ont épaulé, parfois même protégé, qui ont cru en lui et qui aujourd'hui se retrouvent jetés aux oubliettes. Prenons aussi le cas d'Ali Akram. Son crime, avoir été loyal à Gaïd Salah, avoir travaillé à ses côtés, c'est tout. Alors oui, il y a eu des affaires, des zones grises. Mais est-ce suffisant pour en faire une cible à abattre? Franchement, comment peut-on justifier qu'un homme perde la vue? En prison? Oui, vous m'avez bien entendu. Il est devenu aveugle. Il ne voit plus rien. Et si je parle avec émotion, c'est parce qu'on ne peut pas rester neutre devant une telle injustice. Certains diront « Mais voyons, un journaliste doit rester neutre ». Sauf qu'à un moment donné, face à l'horreur, la neutralité devient de la complicité. Comment rester objectif quand ce que l'on raconte, c'est de la torture déguisée? Enfermer des vieillards malades, c'est un crime. Oui, un crime contre l'humanité. Ces hommes, ils ont tout passé la soixantaine depuis longtemps. La plupart ont entre 70 et 80 ans. Regardez Akram AVC, cécité totale, santé en ruine. Sa famille supplie simplement qu'il soit transféré vers un hôpital militaire. Juste ça, et pourtant même ça c'est refusé. Pas par la justice militaire, non. Elle a dit oui. Mais tant que le haut commandement de l'armée n'appose pas son feu vert, rien ne bouge. Et lui, ce chef suprême, refuse. Pourquoi Yanis? Pourquoi refuser des soins à Akram? Pourquoi cet acharnement? Et Aslan, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de le libérer? Prenez un autre exemple, Rachid Chour, condamné lui aussi à la lente agonie. Atteint d'insuffisance rénale sévère, il avait besoin de dialyse urgente. Refusé. Par qui? Par le même état-major? Pas les juges? Non. Eux, ils sont là, impuissants, fatigués, broyés par ce système. Et chaque jour, ce sont des familles dévastées qui viennent leur tendre des dossiers, des appels, à l'aide des regards chargés de détresse, femmes, frères, sœurs, enfants, tous face à une machine sourde. Alors je le dis, oui, je le dis en pesant chaque mot, ces emprisonnements-là, ce sont des injustices criantes. Et ça, personne ne pourra le nier. Les audiences expédiées comme des commandes express, les procès joués d'avance. Quant à la justice militaire, soyons sérieux dans les nations qui se respectent, ce concept appartient au passé. C'est une relique d'un autre temps qu'on a rangé au placard avec les tribunaux d'exception et les procédures opaques. Et je vous le dis, ici, on y consacrera une émission, promis. Une vraie documentée, argumentée, sourcée. Parce que ce qu'on appelle ici justice militaire, c'est tout sauf de la justice.
la présomption d'innocence jetée à la corbeille. Les preuves inexistantes ou jamais vérifiées. C'est le règne de l'arbitraire pur et simple. Et si vous pensiez que la justice civile était déjà gangrenée par les coups de fil venus d'en haut, accrochez-vous. La justice militaire, elle ne se donne même plus la peine de décrocher. Pas besoin d'appel, ni même de SMS, on claque des doigts, et c'est réglé. Condamne-le. Et voilà une carrière anéantie, un uniforme piétiné, des généraux traînés dans la boue. Mais au final, ce n'est pas seulement eux qu'on humilie, c'est l'institution militaire elle-même qu'on sabote. Une armée qu'on prétend respecter, mais qu'on discrédite à chaque jugement bâclé. Même les juges, oui, les juges eux-mêmes n'en peuvent plus. Ils râlent, ils saturent. Ils n'ont plus de place ni dans leur tête, ni dans leurs cellules. Vous voulez un peu de chiffres ? Allez, asseyez-vous. On parle de 6 régions militaires en Algérie, chacune dotée de son propre tribunal militaire. Et bien sûr, qui dit tribunal dit prison. À Oran, par exemple, il y en a carrément 2. À Alger, la fameuse prison militaire de Blida domine la première région. Et du côté de Constantine, ils avaient 2 établissements, l'un datant de l'époque coloniale aujourd'hui fermé, et un autre flambant neuf qui a pris le relais. On bétonne, on construit, mais on ne désengorge rien. Et malgré toute cette belle architecture carcérale, devinez quoi ? C'est la saturation totale. Les prisons militaires débordent comme une casserole oubliée sur le feu. Blida Oran, toutes explosent. Trop de détenus, pas assez de murs. Résultat, les juges n'ont d'autre choix que d'expédier les officiers ailleurs. Oui, vous avez bien entendu. Comme Riss, comme Saïbé, on les a transférés à la prison militaire de Ouargla. Et attention, ce n'est pas une navette de bus. Non. Chaque fois qu'il faut les faire comparaître à Blida, on dégaine l'option avion. Oui, un avion. Pour ramener un vieillard malade de Ouargla à Blida, le faire auditionner puis le renvoyer dans l'autre sens. Des allers-retours absurdes, indignes, coûteux, dignes d'une mauvaise comédie logistique. Et le cirque continue. Ces officiers, parfois très âgés, parfois malades, jusqu'à l'os, on les fait voyager comme des colis encombrants. Ils atterrissent à Blida, y passent une nuit, peut-être 2, le temps que les juges finissent leur paperasse. Pourquoi Blida ? Parce que c'est là que siège le grand tribunal militaire, celui qui surclasse celui de Ouargla. Apparemment, tout se joue là-bas. Résultat, des allers-retours absurdes dans des avions militaires froids, mal équipés, inconfortables au possible. Et pendant ce temps, leur santé décline. Le corps lâche, l'esprit s'effrite. On ne transporte pas des accusés, on malmène des malades. C'est de la maltraitance institutionnalisée, de la torture à peine voilée. Et ce que je vous raconte là, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les noms que vous connaissez, ce sont ceux qui ont eu la chance d'être médiatisés. Mais en coulisses, ils sont des dizaines, des centaines peut-être à subir le même traitement. Officiers condamnés au silence parfois gravement malades, souvent privés de soins, toujours malmenés. Parce que oui, refuser de soigner quelqu'un, c'est déjà une forme de torture. Et les alternatives ? On en a peu. À Oran, il y a bien un hôpital militaire moderne. Mais le seul véritablement équipé pour traiter des cas lourds, le seul digne de ce nom, c'est celui d'Ain Nahaja. Et combien y accèdent ? Une poignée. Les autres, ils attendent, souffrent ou meurent. On ne va pas tourner autour du pot, c'est un désastre, une vraie débâcle. Les prisons débordent littéralement. Il n'y a plus 1 cm² pour respirer. Et malgré cette surcharge, on continue de maintenir en détention des hommes usés, malades au crépuscule de leur vie. Pourquoi faire ? Ils ont déjà purgé 1, 2, parfois 3 ans de prison. Certains croupissent là-dedans depuis 2019. Qu'est-ce qu'on attend 2025 ? Qu'ils meurent un par un, lentement, silencieusement. À ce stade, ce n'est plus de la justice. C'est une vendetta à peine maquillée, de la cruauté à l'état pur, une barbarie moderne sous uniforme officiel. Et je le dis sans trembler, ce traitement-là, c'est une violation grave des droits humains. C'est un crime au sens fort du terme. Parce que ce qu'on appelle ici prison militaire, ce ne sont pas des lieux de détention, ce sont des antichambres de la mort, des mouroirs. Un système carcéral où aucune règle du droit n'a droit de citer, la présomption d'innocence évaporée, le débat contradictoire inexistant et la transparence. Laissez-moi rire. Tout est opaque, verrouillé, contrôlé par des mains invisibles. Ce n'est pas de la justice,
C'est une mécanique froide qui broie des hommes et efface leurs droits. Soyons clairs, ces généraux, je ne les ai jamais fréquentés. Leurs enfants inconnus au bataillon. D'ailleurs, j'ai été parmi les premiers à les exposer publiquement. Et que les choses soient dites, plusieurs d'entre eux, notamment les Akrous, quand ils jouaient encore dans le camp de Gaïd Salah, m'ont fait vivre à moi et à mes proches des situations d'une violence inouïe. Ils ont semé contre nous des vents violents dont nous portons encore les cicatrices. Mais voilà, malgré tout, je refuse de sombrer dans la haine. Je ne suis ni un bourreau ni un monstre. Je ne vais pas réclamer leur mort comme une revanche. Jamais je ne justifierai une exécution déguisée. Car oui, priver un homme gravement malade de soins, refuser son hospitalisation, lui interdire les visites et l'enfermer comme un chien malade, c'est de l'assassinat pur et simple. Et pourtant, dans les pays qui se respectent, il existe des lois, des normes, des conventions internationales. Même dans les prisons, un principe reste sacré. L'état de santé d'un détenu doit être compatible avec ses conditions de détention. Sinon, ce n'est plus une peine, c'est de la torture. Prenez un instant pour observer comment Bamsai a été traité. Ce monsieur Abam Sensa a eu droit au tapis rouge version VIP. Pourquoi ? Parce qu'il représentait une carte diplomatique entre les mains de Tebboune, un pion précieux pour amadouer Paris et Berlin, un otage politique de luxe en somme. Et pendant ce temps-là, Saïd B. Mahid Mujahid, 82 ans au compteur, un homme qui a dédié sa vie à l'État et à l'uniforme, croupi sans soin, sans compassion, sans un seul geste d'humanité. Il est à 2 doigts de rendre l'âme derrière les barreaux. Et le pays, silence radio, pas un mot, pas une once de décence. Voilà à quoi ressemble une nation sans justice. Soyons clairs, ici, il ne s'agit pas de prendre fait et cause pour une personne. Personnellement, je ne les connais ni d'Ève ni d'Adam. Au contraire, je les ai même exposés. J'ai noirci des pages, tourné des vidéos, balancé des révélations. Tout est encore en ligne, nos articles, nos émissions, nos enquêtes sont toujours visibles sur les plateformes et réseaux sociaux d'Algérie Part. Mais aujourd'hui, la question n'est plus celle des individus. Ce que nous défendons, c'est un socle, une valeur, un fondement qui sépare la barbarie de la civilisation, un principe qui élève une société vers la dignité, qui lui donne droit de se dire humaine. Et ce principe, il s'appelle simplement l'humanisme. On n'a pas le droit, sous prétexte de vengeance politique, d'infliger à des hommes âgés malades au dernier degré une peine de mort déguisée barbare, brutale et d'un autre âge. C'est de la vendetta politique, ni plus ni moins. Une personne dont le corps est en train de lâcher n'a rien à faire derrière des barreaux. Sa place est à l'hôpital, pas en cellule. La corruption, les délits économiques, tout cela peut et doit être sanctionné. Bien sûr, mais par des mesures qui relèvent de la justice, pas de l'exécution lente. Des amendes, du sursis, de la confiscation de biens, oui. Mais enterrer vivant des hommes sous prétexte de justice, c'est autre chose. C'est inhumain et ce qui se passe actuellement dans les geôles militaires est tout simplement intolérable. Il est temps que les langues se délient dans les casernes. Le silence n'est plus une option. Saïd et Abdidoun doivent aujourd'hui faire face à leurs responsabilités. J'affirme et j'assume chaque mot. Ils devront répondre devant l'histoire de morts maquillées d'exécutions silencieuses de crimes qu'on tente de dissimuler sous le tapis du droit. Cette mécanique cruelle doit s'arrêter immédiatement. Il est grand temps de relâcher ces anciens, ces officiers supérieurs que les années ont courbés. Qu'on cesse de les maintenir entre 4 murs quand c'est l'hôpital qui devrait les accueillir. Qu'on soigne leur corps usé plutôt que de les enfermer dans la froideur d'un cachot. Cette logique de représailles brutale et insensible qui gangrène notre chère Algérie depuis 2019 doit enfin être refermée. Ce chapitre noir doit prendre fin. Et que ce soit bien clair, je ne mène pas ici une vendetta contre Tebboune. Ce n'est pas un règlement de compte. Il y a bien d'autres dossiers sur lesquels on pourrait le critiquer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le propos. Ce que je fais ici, c'est lancer un cri du cœur, un appel sincère à sa conscience, à celle de Shengriha aussi. Qu'ils entendent, qu'ils écoutent, car il n'est question ni d'attaque personnelle ni d'animosité. Le seul but, c'est de tirer la sonnette d'alarme, d'alerter sur cette injustice glaçante. On ne peut pas traiter ainsi ceux qui ont jadis porté l'uniforme avec honneur. Ce qu'on leur inflige aujourd'hui dépasse les limites de l'acceptable.